Bonjour Monsieur Grandillon. Bonjour Blandine. Bonjour Monsieur Grandillon. Bonjour Florian. Alors nous nous retrouvons de nouveau pour le premier entretien du mois de décembre 2016. Et cette fois-ci, vous allez nous parler des illusions, du populisme et du souverainisme. Alors déjà, première question, qu'est-ce que le populisme ? Qu'est-ce que le populisme ? Alors, le populisme, si on s'en tient à la définition qu'avait donnée le Club de l'Horloge en 2008, c'est le grand cri de douleur des peuples. Bon, effectivement, on y reviendra. Si ça existe, c'est effectivement que les peuples ne sont absolument pas contents de la situation. Et en gros, leur mot d'ordre, c'est « nous ne voulons pas mourir ». Cela dit, les populistes ont pour caractère commun de s'inscrire dans le cadre du système démocratique mondialiste mis en place depuis 1945 et qu'ils sont censés critiquer et rejeter, ne serait-ce que par leur action. Alors, effectivement, ils recrutent beaucoup de monde parce qu'ils intéressent des couches de population qui se sentent malmenées par la vie politique, par la vie sociale, dans le cadre de leur vie personnelle, de voir que les gouvernements ne tiennent pas compte de leurs remarques. En fait, les populismes viennent de la population, de cette partie de la population qui est victime de la mondialisation et du mondialisme, et qui voit leur niveau de vie mis à mal, tandis qu'une simple minorité de superclasse mondiale, si l'on peut dire, profite de cette mondialisation et marginalise ces gens-là. C'est ce que le géographe Christophe Guilly, d'ailleurs, explique sur la France divisée, la France marginalisée, les gens qui se reculent, les classes moyennes qui sont obligées de partir en province et dans des banlieues reculées parce que l'immobilier à Paris ou dans les grandes villes est trop élevé, et qui vivent finalement, qui commencent à vivre en un sens en dehors du monde et de ce que les mondialistes appellent à leur façon le sens de l'histoire. Alors, pour le mot populiste, il y a aussi deux façons de le comprendre. Deux façons de le comprendre. Alors, dans populisme, il y a peuple. Il y a peuple. Alors, si le populisme se réfère au peuple en tant que communauté de destin, au sens de Rosa Antonio, c'est quelque chose de positif, d'intéressant, dans la mesure où on pourrait presque dire que ça prépare un mouvement nationaliste, c'est un mouvement d'essence nationaliste. Nous verrons que ça ne correspond pas au nationalisme tel que nous l'entendons. Mais ça en tient compte. De l'autre côté, vous avez l'autre exception, c'est celle de peuple en tant que masse, mouvement de masse, les masses populaires, comme disait Duclos et Torres dans les années 60-70, et même Georges Marchais. Et dans ce mot populisme entendu au sens de masse, de masse populaire, il y a une notion de mépris. Et c'est cette notion-là qui est retenue par les élites dominantes du moment. Aujourd'hui, lorsque vous entendez un mouvement politique qualifié de populiste, c'est un qualificatif de mépris. C'est un qualificatif de mépris. Vous vous rendez bien compte, d'ailleurs, vous avez, pour ne pas le nommer, Juppé, et d'autres qui ont dit que, par exemple, le référendum de 2005, c'était en gros qui avaient rejeté l'Europe, la constitution fédérale de l'Europe, c'était des gens qui n'étaient pas instruits, des gens qui n'étaient pas formés. On a encore entendu à propos de l'élection de Trump, qui en un sens se réfère à un mouvement populiste, au sens où c'est une réaction des États-Unis, du peuple américain, du peuple blanc des États-Unis, contre la volonté lui aussi de le détruire et de le métisser et de le banaliser dans le magma mondialiste.
eh bien, on a dit, oui, ceux qui ont voté pour Trump, en gros, ce sont les gens sans instruction, les gens déclassés. En gros, on a l'impression que le populisme ne fait que véhiculer les pauvres types de la société. Et il faut bien faire attention à une chose, c'est que l'appellation de populiste a été donnée par qui? Elle n'a pas été donnée par les mouvements eux-mêmes, elle a été donnée par le système lui-même, par le magistère du système, le pouvoir médiatique du système. Et il faut toujours se méfier lorsque vous avez, disons, vos ennemis qui vous donnent un qualificatif. Si vous acceptez ce qualificatif, c'est que vous entrez déjà dans leur système de pensée et que vous acceptez en gros d'être considérés comme tels, comme des gens de second ordre ou de pauvres gens aux capacités intellectuelles limitées. Donc le mot populiste en lui-même est un mot qui n'a pas été créé par les mouvements qui sont qualifiés tels, mais par le système lui-même. Donc, c'est un mot par nature péjoratif. Après, c'est les mouvements un peu de droite nationale qui s'en revendiquent. Ils se sont développés un peu face à l'Union européenne. On sait que ça part d'un bon sentiment et des petites choses. Leur critique va plutôt à l'encontre de l'immigration et de l'islam, sans plus. Oui. Aussi. Et la démocratie directe, aussi, c'est leur préférence. Enfin, on voit un peu les lignes qui se tracent. Le populisme, c'est aussi oui, certes, en France et en Europe, le populisme s'est développé, enfin ces mouvements se sont développés surtout à la droite de l'échiquier politique. Mais vous avez aussi des populismes de gauche. Les populismes de gauche sont assez nombreux aussi. Alors ils se définissent aussi de la même manière. En gros, c'est vouloir être le porte-parole de ceux d'en bas contre ceux d'en haut qui ne veulent pas les écouter. Oui, c'est ça. Voilà. Alors vous avez le populisme, disons, de droite qui vise à restaurer, identitaire, à restaurer un peuple dans la fidélité à ses traditions. Et vous avez le populisme de gauche qui, lui, vise à développer un peuple, mais un peuple métissé, un peuple qui a coupé avec ses racines, un peuple immigré. D'ailleurs, vous avez une populiste de gauche, une philosophe belge, Chantal Mouffe, qui dit elle-même que le populisme, tel qu'elle le conçoit, doit inclure tous les immigrés et tous les laissés pour compte de la société. Donc vous avez deux types de populisme. C'est un peu ça. Mélenchon, c'est un peu ça. Vous avez par exemple Syriza en Grèce, c'est un populisme de gauche. Vous avez Podemos en Espagne, c'est un populisme de gauche. Et évidemment, les plus connus sont les populismes de droite, dont en France le Front National. Oui. Nous allons lancer la seconde question. Alors, les populistes manquent-ils de cohérence au fond ou bien souffrent-ils carrément de carence doctrinale? Si vous n'avez pas de doctrine solide pour analyser les faits, nécessairement, vous manquez de cohérence. Nécessairement, vous manquez de cohérence. La première grande incohérence, c'est que ce sont des gens qui critiquent le système, mais qui ne veulent pas changer de système. En gros, ils sont victimes de la dérive antinationale, anti-identitaire, mise en place par la superclasse mondiale qui détient le magistère des systèmes démocratiques et qui a mis en place, disons, un étage supplémentaire du système démocratique, mais en même temps, ils ne veulent pas remettre en cause les fondements même de ce système. Autrement dit... Ils acceptent le jeu électoral. Ils acceptent le jeu électoral. En gros, ils acceptent le système, ils en refusent simplement les dérives. Mais seulement, ils ne se rendent pas compte, ou ne veulent pas se rendre compte, que les dérives du système sont inclus dans la nature même du système. Vous avez
le système démocratique est un système qui plonge ses racines dans une sorte de, on pourrait dire, d'anarchisme, en ce sens que toute autorité, tout État n'a pas d'existence légitime en soi. C'est la notion du contrat social, que vous trouvez d'ailleurs déjà en germe chez Calvin. Dans le calvinisme, il y a une critique de l'autorité. Il y a déjà une vision d'une rationalité négative. Bon. Et à partir du moment où vous avez un tel système fondé sur disons, ce détachement par rapport à une communauté organique, une communauté enracinée dans une histoire, dans une tradition, dans un terroir, eh bien, vous avez nécessairement cet étage qui aboutit au cosmopolitisme. Or, les mouvements populistes, sauf les mouvements populistes de gauche, revendiquent le même principe, mais s'opposent à cela. Voilà, ils s'opposent à la dérive cosmopolite d'un système qui, en lui-même, l'est fondamentalement à ses origines. Ils s'opposent aux conséquences et pas aux causes. Voilà. Alors, ce sont des gens qui n'hésitent pas à penser finalement que même si la démocratie a ses défauts, c'est finalement le moins mauvais des systèmes politiques. Jean-Marie Le Pen l'a déjà dit ça. Et Jean-Marie Le Pen l'a dit, mais il faut être cohérent, il faut aller au fond des choses. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que le système en lui-même portait les dérives que nous subissons actuellement et que les peuples subissent à leur endroit aujourd'hui. Alors effectivement, ces mouvements recueillent énormément de monde, parce que ce sont ceux que l'on laisse parler, auxquels on laisse plus ou moins la parole. Et qui donnent lieu à des réactions un peu émotionnelles ou primaires. Et qui donnent lieu à des réactions émotionnelles et primaires. Ce que je disais en entrée, le Club de l'Horloge disait, c'est le cri de douleur des peuples. Oui, c'est déjà sentimentaliste, c'est vrai. Et c'est un sentimentalisme, ce n'est pas une analyse froide et raisonnée des choses. Et alors les populistes de droite, ceux qui peuvent avoir l'étiquette même sans le vouloir, on peut penser à Éric Zemmour, sont très souvent gaulo-bonapartistes, c'est-à-dire basés quand même sur les idées de 1789 et de 1945. Et là sûr. Aussi, c'est les éléments clés du régime. Ce sont les éléments clés, mais bien sûr, ils ne remettent pas en cause les fondements du système, ils veulent simplement en corriger les dérives. C'est comme si vous avez une maison dont les fondations sont pourries et qui s'attache à dire « Ah, on voit une lézarde en haut, on va la colmater, on met un coup de peinture dessus. » Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une politique cosmétique, mais c'est pas de la politique nationale dont les peuples ont besoin et qu'au fond d'eux-mêmes, sans en avoir une conscience véritablement acérée, véritablement aiguë, les peuples demandent. Les peuples, au fond d'eux-mêmes, ils veulent rester dans l'époque actuelle et dans le futur, ce qu'ont été leurs ancêtres. Ils veulent rester fidèles à leur tradition, rester fidèles à leur terroir. Par exemple, même dans des régions assez déchristianisées, comme dans l'Auxerrois, eh bien vous voyez les églises qui sont très bien entretenues. Personne ne va à la messe. Quasiment personne. Mais seulement les églises sont entretenues parce que c'est là où nos pères ont été baptisés, où nos pères ont été enterrés. C'est là où se trouve le cœur du village, l'homme du village. Il y a un an, confusément, ces gens-là ne veulent pas voir leur église transformée en mosquée ou en temple de la raison. Il faut croire que les hommes ont une nature assez conservatrice. Les peuples ont dans l'ensemble une nature assez conservatrice. Et plusieurs historiens ont dit que, par exemple, si Charles X, au lieu de mettre le suffrage censitaire dans les élections des années 1824-1830, avait établi le suffrage universel, il serait resté au pouvoir. De même que Louis-Philippe. Ça, les populations regardaient... Les peuples sont en eux-mêmes très conservateurs. Les peuples sont, et aujourd'hui, le mouvement populiste, les mouvements populistes à travers l'Europe, c'est ça. Les peuples ne veulent pas mourir, ils veulent rester eux-mêmes, fidèles à leur tradition, mais seulement ceux qui canalisent leur mécontentement
les fourvoie dans une impasse. Bah d'ailleurs, ça va de pair avec la troisième question, je pense. C'est une bonne suite. Avons-nous des exemples dans l'histoire récente d'accession au pouvoir par le populisme? Des pouvoirs d'accession par le populisme, oui, il y en a. Alors, vous avez des cas un peu particuliers. L'Amérique latine. L'Amérique latine, vous avez avec Hugo Chavez. Alors là, Hugo Chavez, les idées étaient bonnes. Il a pu faire un certain nombre de choses, mais la doctrine économique était faillie. Donc, d'où les problèmes économiques du Venezuela. Bien qu'il n'ait pas du tout été aidé par l'environnement international. On pourrait même dire, par dérive, même si ça peut choquer certains, que Castro, c'est une forme de populisme. Le castrisme était une forme de populisme. Quand vous voyez l'état délétère du régime de Batista, on nous dit que Castro il a fusillé 9 000, 10 000 personnes ou autres et emprisonné beaucoup de monde. Certes, c'est vrai, mais Batista, en 7 ans de temps, avait provoqué 20 000 victimes d'opposants, 20 000 morts. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Castro s'était opposé au mondialisme, à l'impérialisme américain. Bon, il n'a pas non plus été aidé. À l'origine, Castro n'était pas communiste. Il s'est jeté dans les bras du marxisme parce qu'il n'avait peut-être pas d'autres solutions. Et à l'origine, il avait même dit nous ne ferons pas de révolution sanglante, nous ne voulons pas éliminer nos opposants. Et quand vous regardez la manière dont les choses se sont passées, il a été en partie débordé par sa base qui avait une soif de vengeance contre les nervis de Batista. Bon, il faut aussi rétablir l'histoire. Alors après, il y a l'échec économique, il y a tous ces problèmes-là, mais tout n'est pas noir. Mais il y a un peu comme Thomas Sankara en Afrique, en fait. C'est un peu ces chefs marxisants qui ont fait quelque chose, finalement, de presque fasciste, quoi. Oui, voilà. Qui ont fait un peu presque ça, ouais. Ils ont utilisé disons, les méthodes pour développer leur pays n'ont pas été réussies. Quoique encore Sankara, on l'a assassiné avant qu'il puisse mettre au point en pratique. Ces techniques étaient différentes du castrisme, mais on peut dire aussi que Castro, pas négligeable, a créé un système de santé sans pareil dans les mondes d'Amérique latine, et qu'il a développé un taux d'alphabétisation assez élevé. Comme Chavez d'ailleurs. Comme Chavez d'ailleurs, oui, non, mais faut rétablir les choses. Souvent dans les milieux nationalistes ou disons de droite élargie, parce que Castro s'était revendiqué marxiste-léniniste, tout était noir. Non, absolument pas. Faut relativiser les choses et remettre les choses dans le contexte de l'époque. L'Amérique latine n'est pas un pays de bisounours. Hein. On fusille à tour de bras, c'est très facile de fusiller. Et la révolution mexicaine, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui la critique, et pourtant on pourrait parler des Cristeros et d'autres, d'ailleurs, qui sont arrivés à cause des Américains. Cela soit dit en passant, qui ont aidé le gouvernement mexicain. Bon, mais là je m'écarte un peu du sujet, je reviens en Europe. Les mouvements... Lula da Silva aussi en Amérique latine, enfin voilà. Plusieurs exemples de populisme. Plusieurs exemples de populisme. Mais qui viennent là encore, tout simplement, parce qu'il y a une classe dirigeante qui ne sert plus les intérêts de la population. Il y a une rupture. Donc effectivement, vous avez un sursaut des peuples qui disent on n'en veut plus. Mais ils vous disent simplement on n'en veut plus, mais qu'est-ce qu'on veut à la place? Voilà. On veut rester ce que l'on est, mais ils ne disent pas comment ni par quels moyens ils veulent y arriver. Ça, c'est tout le problème du populisme. D'ailleurs, on arrive en Europe, et puis l'Autriche et le Danemark, souvent, ils ont des mouvements qui veulent défendre les deux souches, mais n'abandonnent pas l'avortement. C'est un des sujets clés. Et voilà, vous avez ces mouvements-là en Autriche, là, le VP de Haider, vous avez le mouvement au Danemark, j'ai pas son nom en tête. Oui. La Ligue du Nord en Italie, qui est séparatiste d'ailleurs. Mais ce sont des gens qui, du point de vue des mœurs, maintiennent la légalisation de l'avortement et qui ont juste des demandes importantes, si on peut dire, du point de vue de la lutte contre l'immigration. Alors effectivement, au Danemark, les lois ont été assez durcies, mais quand vous regardez dans l'ensemble, est-ce que ces gens-là ont véritablement réussi à renverser la vapeur?
ont réussi véritablement à inverser la tendance de destruction des peuples. Non. Non, juste limiter, quoi. Il la limite, il la ralentisse, mais ça ne change absolument rien. Des mouvements qui se développent de manière très importante, qui se sont développés comme en France. Vous avez le Front National. En 30 ans, 40 ans, qu'a-t-il changé? Rien. Est-ce que la migration a reculé? Non. Est-ce que le gouvernement a tenu compte de ces remarques? Non. Au contraire, ces mouvements-là finissent par être instrumentalisés par le système, à être inclus dans le système politique pour lui servir en gros de garde-fou. Parce que vous canalisez les mécontentements des gens dans ces voies de garage et pendant ce temps-là, le système peut temporiser et durer encore. Tout simplement parce que des mouvements de révolte, ils ne sont pas capables de les transformer en mouvements révolutionnaires. Alors vous me direz, aujourd'hui vous avez un mouvement révolutionnaire en France qui prend le pouvoir, nationaliste, vous risquez d'avoir une intervention libératrice de l'OTAN par exemple. Vous avez eu la Tchécoslovaquie libérée par le pacte de Varsovie en 1968, la Hongrie libérée en 1956. On aurait la France libérée en 2000X dans le contexte actuel. Hein. Dans ce sens où le mot libération ne veut pas dire délivrance. En France, le vrai mot pour dire qu'on retrouve sa liberté, sa souveraineté, c'est la délivrance. Le mot libération veut dire simplement de passer sous le joug d'un magistère moderniste, mondialiste et antichrétien, marxiste et anti-civilisation européenne. Quand vous entendez le mot libération, d'ailleurs en 44-45 en France, on a été libérés. En réalité, on a quitté l'occupation allemande, due à notre incurie en 40, pour passer sous l'occupation américaine ou même judéo-américaine. Alors tout ce panel de personnalités, même Berlusconi, à la limite, comme Trump ou Poutine, peuvent être qualifiés j'imagine par les médias, oui, de populistes. Oui, effectivement, ces gens-là font des effets de manche, parlent beaucoup au nom du peuple, font de beaux discours, mais sur le fond, qu'est-ce qui change? Rien. Ou très peu de choses. Vous allez avoir quelques mesures cosmétiques pour empêcher une loi pour empêcher un tel ou un tel de rentrer. On va vous mettre des caméras contre 10 pauvres types qui vont être accompagnés en avion et qui bien souvent vont revenir d'ici quelques mois. Vous pensez même avec Trump, ça peut... Alors avec Trump c'est autre chose. Trump, vous avez le problème... admettons qu'il veuille réaliser le programme qu'il a annoncé. Il a tout l'établissement politique américain contre lui. Bon. Il va être obligé de composer. Il compose déjà. Et l'histoire du passé nous apprend que lorsque vous avez des présidents qui s'écartent un peu trop de la pensée de l'état profond, du système en place, il lui arrive des ennuis. Vous avez eu, à chaque fois par exemple, que vous avez eu un président qui a voulu s'opposer à la privatisation de la monnaie et de la création monétaire, il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, bien sûr. D'ailleurs, Trump l'a fait dans ses critiques de la Réserve fédérale. Il l'a fait aussi, la Réserve fédérale. Trump a touché du doigt le véritable problème. Bon, maintenant, que pourra-t-il faire? Vous avez Lincoln, il n'y avait pas la Réserve fédérale à l'époque, mais Lincoln a voulu appliquer les termes de la Constitution, qui voulait que ce soit le Congrès qui soit le véritable créateur de la monnaie aux États-Unis. Lincoln a été éliminé, McKinley en 1900, la même chose, Kennedy pour la même chose. Et alors on dit mais ça c'est une vision complotiste des choses. Alors qu'on me donne la raison pour laquelle la première mesure prise par Johnson qui lui a succédé a été justement d'abolir cette loi qui justement mettait la Réserve fédérale sous contrôle de l'État. C'est le combat de la finance contre l'État Oui, de la finance contre l'État, mais c'est aussi le combat de tout un système de magistère politique mondialiste, financier, protestant et lié au judaïsme politique qui domine les États-Unis. Et si vous vous opposez à ça,
bien non seulement vous mettez votre vie en danger, mais vous risquez de ne même rien pouvoir faire. Alors Trump, du point de vue du judaïsme politique, a donné des gages. Bon, de ce côté-là, ça ne pose pas de problème. Les populistes ne sont jamais très antisionistes. Les populistes ne sont pas très antisionistes, ils n'abordent pas la question du judaïsme politique. Et pourtant, c'est... Donc, mais ça va dans leur façon de penser. Ils ne remettent pas en cause le judaïsme politique, qui est un des piliers du mondialisme, de même qu'ils ne remettent pas en cause les fondements du système démocratique aujourd'hui, les droits de l'homme, l'esprit des Lumières ou autres. Ils en sont imprégnés, ils en sont convaincus par eux-mêmes. Ce qui se passe avec le club de l'horloge, puisque les personnalités connues du milieu sont Le Gallou et Delestin, par exemple. Ben oui, ce sont des gens peut-être fort estimables. Jean-Yves Le Gallou fait du bon travail, mais il ne va pas au fond des choses dans ce domaine, ou alors il n'ose pas y aller. Donc, si on ne va pas au fond des choses pour curer le mal jusqu'au fond, il renaît d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. En plus, la plupart de ces gens-là sont des libéraux. Oui. Oui, c'est vrai qu'on a parlé du marxisme, mais le libéralisme aussi. En principe, ce sont des libéraux en économie. Alors, entendons-nous bien, le libéralisme, en économie, c'est la liberté d'entreprise. Ne pas accabler les gens de taxes fiscales, de réglementation. Ça, c'est une forme de liberté d'entreprendre. Ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Le libéralisme qui est un matérialisme aussi. Alors on nous dit oui, mais le matérialisme enserré dans des cadres moraux et autres, mais c'est selon chacun. Oui, la morale individuelle. Donc, c'est la morale individuelle, donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, aux États-Unis, le libéral, c'est un homme de gauche. Alors qu'en France, le libéral est un homme de droite. Tout dépend de l'acception que l'on donne au mot. Oui, ce qui prouve que... Bien redéfinir. Oui. Bien redéfinir les choses. Libéral, c'est tout et son contraire. Donc, 4e question. Est-il possible d'avoir un bon usage de l'électoralisme ? Un bon usage de l'électoralisme. Est-ce qu'il faut forcément condamner un non. militant qui l'utilise? Oui, voilà. Non, absolument pas. Lorsque l'on mène un combat politique, il faut savoir utiliser tous les outils à notre portée. Le combat électoral présente un avantage, utiliser l'arme électorale présente un avantage, c'est de servir d'instrument de propagande. Lorsque vous vous présentez à une élection, vous êtes, d'une manière ou d'une autre, vous accédez au public, dans les médias, et vous pouvez faire passer des idées que vous ne pourriez peut-être pas faire passer autrement, ou tout du moins les faire connaître. Donc c'est un moyen de propagande comme un autre, et il ne faut absolument pas le négliger. Mais par contre, il ne faut rien en attendre. Et inversement, rester ferme. Surtout. Et surtout, rester ferme sur les principes et n'accepter aucun compromis avec le système pour obtenir des voix. Un nationaliste se présente aux élections pour faire diffuser ses idées, non pas pour obtenir des voix. Il se présente aux élections pour sortir du ghetto intellectuel, de l'omerta intellectuelle, rompre l'omerta intellectuelle et médiatique dans laquelle le système le maintient, pour se faire connaître. Mais non, mais il ne cherche pas à obtenir de poste, il ne cherche pas à obtenir de voix, ça ne l'intéresse pas, sachant très bien que dans le système, d'une manière ou d'une autre, il n'arrivera à rien, parce que le système a mis en place ses défenses immunitaires. Le système a très bien compris, il est arrivé un grand malheur en 1933 en Allemagne, il n'a pas envie que ça recommence. Et d'ailleurs, même quand on dit que Hitler est arrivé au pouvoir par légion, c'est une erreur. Parce que Hitler est arrivé, le Parti national-socialiste allemand, lorsque, en novembre 1932, ont eu lieu des élections, il était en perte de vitesse.
Et il n'avait pas la majorité absolue au Reichstag. Et lorsqu'on lui a donné le pouvoir, c'est tout simplement parce que la classe politique vermoulue de Weimar, comme tous nos politicards de la 3e ou de la 4e et même de la 5e, ont fait leur petite combinazione politique en disant on va le mettre en place, on va le discréditer, et nous après on reprendra les affaires en main en disant que de toute façon, là encore un esprit populiste, d'où vient-il, c'est un pauvre type, vous voyez, non mais c'était le raisonnement d'un von Papen par exemple. Bon. Démocrate chrétien. Oui, démocrate chrétien. Et démocrate crétin, excusez-moi. Mais oui, mais... Oui, il a infiltré le régime à travers... Bon, il y avait des élections systématiques à Weimar, il prenait des postes, ceci. Mais... Et donc, on a dit, bon, le meilleur moyen de se débarrasser, c'est de le mettre au pouvoir pour qu'il se discrédite. Mais il n'avait pas la majorité, on l'a mis au pouvoir en pensant mieux s'en débarrasser. Mal leur en a pris. Et l'année d'après, il fait faire les élections pour affermir son pouvoir. Et pour affermir son pouvoir, donc, et évidemment... Donc c'était déjà fait, oui. Oui. Et évidemment, lorsqu'il emporte la majorité après au Reichstag, il était déjà au pouvoir, et là, il a la prime du gouvernement en place qui a redonné un espoir au peuple. Il n'avait pas encore fait grand-chose à l'époque, mais seulement, il avait montré l'Allemagne est de nouveau présente. Et d'ailleurs, dans tous les pays, comme Trump ou autres, quand ils arrivent, ils canalisent les gens, c'est sur un sentiment patriotique, d'essence nationaliste. Le slogan de Trump, c'est America First. En gros, ou Great Again, qu'elle soit à nouveau. Voilà, qu'elle soit de nouveau puissante, qu'elle soit de nouveau grande. C'est de cette manière-là. Alors, l'usage de l'électoralisme, pour en revenir, bon, on ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, tout est verrouillé de partout. Ça change peut-être du siècle dernier, où De Grelle, même Mussolini, a employé ses moyens. Enfin. Ils les ont employés, mais De Grelle, bon, a certes commis des erreurs, mais il n'est jamais... Et le mouvement rexiste a quand même plafonné. Oui. Hein. Mussolini est arrivé au pouvoir tout simplement parce que face à lui, il n'y avait pas grand-chose, et qu'il faut bien dire, le roi était assez favorable à un homme politique de fort tempérament qui était capable de mettre fin à la situation délétère de l'Italie après la Première Guerre mondiale. Bon, ce sont des cas très particuliers, mais aujourd'hui, on ne laissera jamais arriver au pouvoir un mouvement anti-système. Donc, non, les élections, aucune illusion. Par contre, il y a un autre endroit où là on peut s'infiltrer, c'est à l'échelon inférieur. Oui. C'est-à-dire aux élections locales. Aux élections locales. Si vous vous présentez dans des petites communes, des petites municipalités, et même ça peut aller, bon maintenant ils ont changé le système, mais jusqu'à l'échelon des conseillers généraux, pourquoi pas, là vous pouvez avoir de l'influence en tant que notable. En se faisant bien voir dans une commune. Voilà, en faisant un travail intéressant, et progressivement, vous êtes la vitrine de ce que vous représentez, vous êtes la vitrine de vos idées, vous êtes la vitrine du nationaliste, et là progressivement vous avancez. Vous savez, la conquête du pouvoir, ceux qui ont détruit le système de politique naturelle qui existait avant 1789, ce sont des gens qui progressivement ont infiltré les sociétés de pensée, ont infiltré les gens, ont infiltré petit à petit les cadres sociaux. Si nous voulons que nos idées progressent, eh bien, il faut utiliser, pourquoi pas, ce canal dans les petites communes ou dans les structures locales. C'est là qu'on a du contact avec les gens, c'est là que l'on peut parler avec les gens, c'est là qu'on peut progressivement leur parler de telle ou telle chose. Et croyez-moi, lorsque vous êtes au contact de nombreuses personnes, progressivement, elles sont réceptives beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Vous avez aussi, sans que ce soit de l'électoralisme, vous pouvez faire partie de différentes associations. Et progressivement, votre esprit d'une manière par capillarité, votre esprit, vos idées finissent par influencer, marquer les gens, surtout si vous-même vous vous présentez comme un personnage irréprochable. C'est d'ailleurs Civitas qui se lance là-dedans et qui tient à peu près le même discours. Alors après, là c'est autre chose. Moi je pense que Civitas fait un petit peu trop
d'électoralisme en ce sens où il veut présenter des candidats partout, avec quels moyens, comment le faire. Il a voulu jouer un coup dans les primaires de la droite. Moi, je ne vois pas pourquoi on serait allé voter pour les primaires de la droite. On vous demande de signer une charte. Une charte pour les républicains sur les valeurs républicaines. Alors, les valeurs républicaines, on ne sait pas ce que c'est. Les valeurs républicaines, ça peut être aussi bien les valeurs qu'il y avait à l'époque de Paul Doumer, par exemple, qui voulait une France française et blanche, si l'on peut dire, ou alors les valeurs actuelles. Et on ne va pas aller signer une charte qui correspond aux valeurs républicaines, d'autant plus que l'on sait que la République, elle est née de la destruction de l'ordre naturel, qui était quand même celui de l'Ancien Régime, et qui est un ordre anti-catholique, anti-chrétien. Donc si la signature d'un nationaliste s'impose au bas d'un tel document, ça veut dire que le nationaliste lui-même se déprécie et que sa signature n'a plus de valeur. C'est vrai. Après, on peut se féliciter en voyant que comme Fillon passe, ça veut dire que les idées, enfin, soi-disant droite dure, fonctionnent mieux. Ça veut simplement dire que le fond de la population, là une fois de plus, refuse de mourir, de se laisser détruire. Voilà. Ouais, pour le reste, c'est le seul thermomètre. Il ne faut rien en attendre. D'ailleurs, c'est les bolcheviks aussi en Russie en 1917 qui avaient fait une utilisation de la démocratie, peut-être. Les bolcheviks, ils avaient laissé aller, Lénine avait laissé les élections à la Douma aller à leur terme. Et puis, il avait mis fin au cirque. Hein. C'est tout, mais ça ne lui avait pas servi. Mais Lénine, pourquoi au début a-t-il obtenu l'adhésion? Là encore, parce qu'il a donné ce que les gens voulaient. Le décret sur la terre. La suppression du rachat du servage et toutes ces choses-là, que les autres partis très pusillanimes étaient en train de dire « Ah non, on ne peut pas... » Bon, les armées blanches, effectivement, notre cœur va évidemment plutôt du côté des armées blanches. Les partisans blancs, oui. Oui, mais ne faisons pas de romantisme. Lorsque vous aviez les troupes de Dénikine qui avançaient, elles voulaient abolir les lois sur la terre ou faire payer des droits de nouveau de rachat aux paysans. Les paysans, qu'ont-ils fait? Ils ont choisi l'autre camp. Oui. Ils ont choisi l'autre camp. Là encore, il faut être réaliste. Il faut savoir ce que l'on veut et être adapté à la réalité. Adapté à la réalité. La réalité, c'est quand même le critère de la vérité. Il faut savoir l'analyser, la comprendre. Et si vous n'avez pas de doctrine, si vous réagissez au coup par coup, il n'est pas étonnant que vos idées varient au gré des modes, des moments et autres. Parce que si vous êtes populiste, vous voulez participer aux élections en pensant que les élections vont faire quelque chose, eh bien vous allez avoir tendance à modifier vos idées de telle manière qu'elles aillent dans le sens que vous pensez être celui du peuple, et progressivement, de renonciation, d'accommodement en accommodement, vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même. Et il y a aussi une chose que j'ai pu remarquer parmi les élus des mouvements, populistes comme le Front National, c'est une dérive grave. Lorsqu'ils sont élus, que ce soit dans un conseil municipal ou même dans les conseils régionaux, ils ont tendance à se présenter comme force de proposition pour améliorer le fonctionnement du système et pour participer au développement, à la mise en place de la politique du régime en place. C'est hallucinant, oui. C'est hallucinant. Je me souviens encore d'avoir rencontré des personnes qui étaient conseillers municipaux Front National, à une époque où le Front National était très très mal vu, dans les années 90, qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, vous voyez, ils sont pas si méchants que ça, ils nous félicitent pour nos interventions qui les aident à faire avancer leur système. » Voilà, donc moi j'appelle ça les idiots utiles du régime. Et voilà, et c'est la dérive. Et lorsque vous êtes élu au conseil régional... C'est un manque de conscience total de ce qui se passe. Et en plus, lorsque vous êtes élu dans un conseil régional, et sûrement encore plus à la Chambre des députés, vous avez les ors des palais républicains, vous avez des avantages, des facilités.
nécessairement, un homme étant un homme, sauf à rencontrer votre ennemi politique et puis à lui mettre une paire de claques dans la figure, à ce moment-là, ils y passent tous, si l'on veut dire, bah, vous allez dire bonjour, vous allez parler à l'un à l'autre. Et là, on mange au restaurant le soir. Et là, on mange au restaurant, même si on n'est pas d'accord, on se trouve toujours des sympathiques, et nécessairement, même un adversaire politique, il peut avoir des côtés attachants, il peut avoir, sur des points annexes, par exemple, il est mal à la chasse comme vous, enfin des choses. On arrive, vous voyez, et c'est comme ça que petit à petit, bon, bah, on se laisse empâter et on oublie le fond du combat. C'est ça, là. Ou alors on ne se donne plus les moyens pour mener le combat dans lequel on s'était engagé. Et c'est ce qui est arrivé un peu, oui, à certains cadres du Front National depuis quelques décennies. C'est ce qui est arrivé. Et ceux qui n'y sont plus n'espèrent qu'une chose, c'est y retourner. Donc, bon. Épisode 2 qui est similable à l'épisode 1. Quoi. Voilà, voilà. Et comme j'avais dit à certaines personnes, je dis, mais vous savez, lorsque un adversaire politique ou un ennemi politique commence à me faire des compliments ou autre, je commence à me dire quelle erreur j'ai bien pu commettre. Il va falloir revoir un peu. Oui. Alors on vous lance sur la dernière question. Y a-t-il une différence entre leur conception souverainiste et la véritable souveraineté ? La souveraineté, c'est n'avoir personne au-dessus de soi, c'est ne dépendre de personne d'autre que de soi-même. Bon. Dans un État, la souveraineté d'un État, c'est que cet État ne dépend que de lui-même et n'est inféodé à personne ou à aucune autre autorité. Or, les souverainistes, que nous disent-ils ? Il faut rétablir la souveraineté nationale, il faut mettre, par exemple, bon, en ce qui concerne la France, sortir de l'Union européenne, rétablir l'euro, le franc contre l'euro, bon, très bien. Et ils pensent, en ayant agi de cette manière-là, avoir rétabli la souveraineté de la France. Alors certes, c'est fondamental. La première chose, retrouver notre liberté politique, notre souveraineté politique, notre souveraineté diplomatique, notre souveraineté diplomatique est quelque chose de primordial. Mais seulement la véritable souveraineté aujourd'hui, elle n'est pas que dans l'État. Elle n'est pas que politique. La souveraineté aujourd'hui est économique. Comment pouvez-vous arriver à retrouver votre véritable votre souveraineté si vous êtes dépendant économiquement du reste du monde ? Bon. Si vous êtes dépendant des magistères du système, comme les ONG, comme les sociétés de pensée du type Ligue des droits de l'homme et autres, qui vont en gros vous dicter ou vouloir vous dicter votre manière de faire et qui détiennent les médias. La véritable souveraineté, c'est quand vous avez reconquis aussi le magistère intellectuel, le magistère spirituel d'un régime, puisque c'est toujours le spirituel qui informe le matériel. La matière n'est animée que parce qu'il y a un esprit qui l'anime. Donc vous voyez, les souverainistes qui se limitent à ces questions juridiques, si l'on peut dire, ont une vision très, très partielle des choses. Elle ne traite pas des questions économiques et financières, oui, c'est ça. En fait. Les questions économiques et financières, en général, ils ne les abordent pas. Ou alors ils les abordent et disent oui, il faut faire une politique de reconquête industrielle. Mais bien souvent, ce sont des gens eux-mêmes qui sont libéraux. Oui. Ce sont des gens eux-mêmes qui sont libéraux et qui ne veulent pas s'en donner les moyens. Et si vous voulez faire une politique de reconquête industrielle, encore faut-il avoir une main-d'œuvre qualifiée. Que vous ayez des gens qui aient un savoir-faire qui permettent de relancer l'activité économique. Ils ont tendance à vouloir qu'on travaille 60 heures par semaine. Oui, mais travailler 60 heures par semaine, non. Sur un autre sujet que nous avions abordé le mois dernier, nous avions abordé les robots. Bon, eh bien, à moins que j'entende mal, je n'ai jamais entendu les souverainistes patenter nous dire qu'il faut robotiser, mécaniser au maximum le pays. On ne les entend pas. Même le sujet de l'agriculture, à la limite, ça aussi, c'est très important. Non ?
Pour une véritable souveraineté. Mais pour une véritable souveraineté, rétablir notre souveraineté agricole, c'est-à-dire arriver à produire en France, et la terre de France le permet, de produire au moins 80-90% de ce dont nous avons besoin. Je ne dis pas qu'on va produire les oranges et les citrons, quoique encore à Menton il y a des citrons, mais on peut en France quasiment produire l'essentiel de ce dont on a besoin. Du point de vue de la formation, eh bien, il faut rétablir des filières de formation, d'apprentissage, mais surtout des filières de formation qui dépendent des corps de métier, des branches de métier, et non pas de l'éducation nationale. Un professeur de technologie de l'éducation nationale, il a jamais travaillé en usine, ou s'il y a travaillé, ça fait 20 ou 30 ans. Que va-t-il pouvoir apprendre aux enfants, aux jeunes? Ils vont se retrouver en entreprise. C'est le patron qui va être obligé de les former, de tout leur apprendre. Donc, ça ne marche pas. Et en plus, il y a un problème extrêmement grave aujourd'hui, c'est que la transmission du savoir technique, du savoir-faire technique, se perd. Vous avez une rupture entre les générations. Et nous n'en sommes plus comme nous étions dans les années 60, où il suffisait de faire un plan de relance économique pour qu'aussitôt vous ayez des gens capables pour effectuer une activité. Aujourd'hui, vous avez une rupture de la transmission du savoir-faire qui obère fortement une relance économique. Ce sont toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Les souverainistes ne le font pas. D'une manière ou d'une autre, ils pensent, là encore, qu'on peut simplement replâtrer le système, revenir comme on était il y a 30 ou 40 ans, et les choses repartiront normalement. Non, la situation a totalement changé, on est passé dans un autre monde. Comme diraient les scientifiques, on a changé de paradigme. Alors cette souveraineté nationale, que même un nationaliste pourrait revendiquer de toute manière, elle n'empêche pas l'universel, je parle pas forcément de l'Église catholique, mais elle n'empêche pas, oui, un bal des nations, si j'ose dire. Mais non, vouloir une souveraineté nationale, vouloir défendre les intérêts de la nation, ne veut pas dire qu'on est contre les autres peuples. Absolument pas. Mais ça demande une autre organisation du concert des nations et de l'ordre international. Tout simplement en permettant déjà aux peuples, aux populations de vivre sur place décemment avec leurs moyens, et de n'utiliser le commerce international que pour permettre de compléter ce que les uns n'ont pas et ce que les autres ont. C'est ce qui s'est toujours fait à travers le temps, mais qui évidemment est totalement contraire aux intérêts de la finance internationale qui, elle, développe sa puissance sur l'accroissement du commerce et des bénéfices et des profits qui vont avec. Cela dit, il ne faut pas oublier que le concert des nations, c'est une question de rapport de force. Toute l'histoire du monde est une question de rapport de force entre peuples. Et celui qui n'est pas en mesure de se faire respecter se fait écraser par celui qui est plus fort que lui, d'une manière ou d'une autre. Alors, la force est bien la force spirituelle, évidemment, savoir qui l'on est, ce que l'on est et ce que l'on veut rester. Et ensuite, la puissance économique, la force économique, la force politique, donc, qui inclut nécessairement une dimension militaire. Parce que souveraineté militaire, là aussi. La souveraineté militaire. La souveraineté militaire. Alors ça encore, les souverainistes, oui, ils en parlent. Mais là encore, il faudrait qu'ils se donnent les moyens financiers d'une telle entreprise. Et ce n'est pas même on abolit la loi de 73, la fameuse loi de 73 qui oblige l'État à se refinancer uniquement auprès des banques privées moyennant intérêt. Et ce n'est pas uniquement en la supprimant que vous arriverez à faire une politique digne de ce nom, si vous continuez à laisser les banques privées, les banques commerciales et la spéculation se développer comme elle le fait actuellement. Vous voyez, le problème est extrêmement complexe. Alors, un autre ordre du monde est possible, basé sur la souveraineté d'une nation, sur le respect des peuples, en permettant à chaque peuple de vivre chez lui, tout en n'oubliant pas qu'il y a un nécessaire rapport de force qui s'établit entre les peuples, de par la nature des choses, et sachant que si vous n'êtes pas en mesure d'être le plus fort, vous ferez écraser par un autre. Donc, après, ça peut donner un empire, et un empire n'est pas forcément injuste aussi.
C'est aussi ce qui peut arriver. Quand une nation mute en empire. Ah, une nation mute en empire, là c'est autre chose. Oui, là on change de contexte. Là on change de contexte. Et oui, donc pour conclure simplement, pour être plus conscient des enjeux, plutôt que de rejoindre des populistes, il faut rejoindre les nationalistes. Bah, il faut rejoindre les nationalistes parce qu'ils ont une doctrine qui leur permet, fondée sur l'expérience de l'histoire. Parce que le nationalisme vise à analyser tous les problèmes par rapport à l'intérêt de la nation, et uniquement par rapport à l'intérêt de la nation, en tenant compte évidemment des problèmes collatéraux, enfin qui attenants. Eh bien, le nationalisme est la seule doctrine, la seule manière de fonder un programme politique et une analyse politique. À partir du moment où on a compris que le système dans lequel nous vivons n'est pas réformable, qui est un système qui conduit notre civilisation à la ruine, il n'y a pas de compromis avec le mal. On ne se compromet pas avec le mal, on le combat. À la limite, on utilise ses armes, mais on va au fond des choses, on se bat sur ses idées, et l'histoire a toujours montré que ce sont ceux qui se battent sur leurs idées sans concession qui finissent par l'emporter à un moment ou à un autre. Le système dans lequel nous vivons n'est pas réformable, c'est un système qui court d'une manière ou d'une autre à la ruine, ne serait-ce que parce qu'il est antinaturel. Il est fondé sur de faux concepts philosophiques, de fausses abstractions philosophiques, et lorsque vous allez contre l'ordre de la nature, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, eh bien, vous tombez, vous chutez. Donc le travail des nationalistes, effectivement, est de rester imperturbable, inaccessible au découragement, en donnant rendez-vous à l'histoire. Et non pas en attendant quelques bénéfices momentanés, et peut-être même quelques postes personnels dans lesquels on pourra essayer de jouer les idiots utiles. Non. L'idéal que nous défendons, en tant que Français aujourd'hui, mais les Allemands, je pense que c'est la même chose, les Russes, c'est la même chose, les nationalistes russes, nous défendons une communauté de destin dans l'universel, par un idéal qui nous dépasse. Nous défendons la terre et les morts, comme disait Barès, et nous nous projetons dans l'avenir pour que les générations à venir puissent vivre et se développer en fidélité à la tradition millénaire qui est en gros le code génétique d'une nation. Voilà. Voilà ce qu'est le nationalisme, ce que nous proposons. Nous n'attendons rien pour nous-mêmes, mais nous donnons tout pour la France, nous donnons tout pour ce pays dont nous sommes les héritiers, qui nous a tout donné, notre culture, notre savoir, notre patrimoine, nos terroirs, fait de la sueur de nos ancêtres, du sang de nos ancêtres, et c'est la seule chose qui compte pour nous. Nous sommes des héritiers, nous avons à transmettre un patrimoine, si possible augmenté aux générations à venir. Et nous n'avons pas à transiger là-dessus, et aucune compromission avec le mal, avec l'anti-France, avec l'anti-civilisation européenne n'est possible de quelque manière que ce soit. Voilà. Donc la seule solution, c'est le nationalisme. Ouais, vous avez dressé un beau tableau. Merci M. Gandillon. Merci Blandine. Merci à vous. Merci Florian. Pensez bien à suivre la chaîne YouTube Revue Militant pour être au courant de l'apparition des prochains entretiens qui traiteront de divers sujets comme la France, les Europes et l'Occident, nation, nationalisme et universalité, l'idéologie du réchauffement climatique, Shoah, saga des réparations, etc. Pensez bien aussi à vous abonner à la revue papier Militant. La revue Militant, oui, qui entre dans sa 49e année. Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris CEDEX 10, ou alors pour vous abonner, vous passez par le site internet revue-militant.fr.